Et Laurent Sebel va donc nous présenter cet aspect. Mesdames, Messieurs, chers collègues, s'il y a un domaine où on ne se pose pas trop de questions, c'est dans l'orthopédie. Quand on implante, est-ce qu'on se pose encore des questions? Alors, on va essayer de voir qu'on arrive parfois à intellectualiser. Alors, depuis très longtemps, les orthopédistes implantent des matériaux inertes, pas surtout des matériaux inertes ici, je ne vais pas être très exhaustif parce que sinon ça nous mènerait trop loin. Alors, on le fait pour le traitement des fractures, des remplacements articulaires, des déformations achilliennes, des remplacements osseux après tumeurs. Alors, je vous fais une petite liste là, de tout ce qu'on peut être amené à mettre, dans le traitement des fractures. Tous les matériaux qu'on met sont des matériaux temporaires. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est différent donc, de cette attaque articulaire où on cherche à mettre des matériaux permanents, parce que pour toute la vie du sujet. Les cas de substance, les affections achilliennes où les matériaux peuvent être permanents ou temporaires, vous avez un peu les chiffres, bien sûr on est loin derrière les cristallins artificiels, mais enfin ça représente quand même en termes de marché quelque chose. Alors historiquement, les pionniers sont un peu internationaux, mais on a des noms français comme Olivier. Là, ils utilisaient des produits bizarres. Ils utilisaient du buis, de l'ivoire, de l'acier, de la bakélite, donc je vais être un peu rapide là-dessus. Mais en fait, ils utilisaient les produits disponibles au moment où ils tentaient leurs expériences. Voilà les premières ostéosynthèses, Lambot ou Valgaigne. Enfin, on trouve ça dans les histoires ici, certainement dans la bibliothèque. Les premières arthroplasties avant la Deuxième Guerre mondiale, Swiss Peterson aux États-Unis qui met une cupule en bakélite, je crois, au début sur une tête de fémur. Alors parlons un peu des fractures. Je vais séparer les fractures et les prothèses. Je vais être rapide sur les fractures. Donc les matériaux utilisés, vous les avez là, des alliages métalliques, des polymères résorbables éventuellement. Les autres produits, il y en a quelques-uns, les matériaux composites, des colles, des accélérateurs de consolidation, qui font partie aussi des produits inertes, physiques. Alors le biologique, c'est déjà plus des produits inertes, c'est déjà des matériaux. Et puis maintenant, il y a des approches mini-invasives avec des nouveaux matériels qui rentrent dans la panoplie des chirurgiens lorsqu'ils travaillent sous arthroscopie. Bon, quelques exemples de fractures tout à fait banales, avec des vis, des plaques et des broches. Fracture du fémur maintenant, alors on s'oriente de plus en plus vers des ostéosynthèses avec très peu d'abord cutané. Il y a un clou comme ça se met par une petite voie supérieure, point, c'est tout près de la hanche. Et une ostéosynthèse de la fracture. Alors sur les matériaux, c'est quand même pas inintéressant de discuter un peu. Vous voyez les trois types de métaux qui sont utilisés, les aciers, les chrome cobalt ou les alliages de titane. En fait, chaque acier, chaque métal plutôt, a ses caractéristiques particulières que souvent d'ailleurs les jeunes chirurgiens ne connaissent pas. L'acier est de loin le matériau adapté à l'ostéosynthèse. Il est résistant, il est ductile, c'est-à-dire qu'on peut le modifier et il améliore ses caractéristiques mécaniques. Et il est écrouissable, c'est une autre qualité de l'acier. Là encore, il se durcit en le travaillant, c'est le forgeage. Par contre, les autres métaux n'ont pas ces qualités, en particulier l'alliage de titane que l'on voit maintenant partout, qui est extrêmement répandu. Lui, il est très résistant. Okay, il est bien toléré biologiquement, ce que je n'ai pas mis là, mais c'est vrai. Par contre, il n'est pas ductile, il n'est pas écrouissable. Donc, quand on commence à le déformer, il risque de casser. Et c'est effectivement pas le meilleur matériau, en tout cas pour l'ostéosynthèse. Et puis vous voyez la dernière phrase ici, qui est intéressante à comprendre, surtout pour les patients, parce que un jour des patients qui disent « ma plaque a cassé ». Non, la plaque n'a pas cassé, c'est juste l'os qui n'a pas consolidé. Dans une ostéosynthèse, quand l'os ne consolide pas, la plaque casse pratiquement toujours. Voilà. Alors maintenant, on va parler encore un petit peu plus des prothèses, parce que c'est plus mon domaine. Alors l'historique des prothèses, on la situe toujours dans les années 30 avec, j'aime bien Thémistocle, il s'appelait Thémistocle, j'ai son prénom là, mais j'aime bien son prénom, 1932 avec cette prothèse qui était en acier. Les frères Judet, qui sont les vrais premiers moteurs de l'arthroplastie dans le monde, ils sont cités partout, avec ces têtes en bakélite, alors c'est pour ça qu'on ne les voit pas sur les radios, et un petit axe en métal. C'est en 1947 que les deux, on ne sait jamais lequel, apparemment les deux, ont inventé cette prothèse. Puis ensuite, il y a eu l'expansion de ces prothèses. Alors, sur le plan des remplacements articulaires, j'ai mis les trois qui sont vraiment implantés de façon très très fréquente, hanche, genou, épaule. Les autres aussi, on met des prothèses coude, cheville, poignée des doigts, mais enfin c'est tout de même plus rare. Alors, commençons en 63. Charmet introduit le polyéthylène, il introduit aussi le ciment, enfin c'est pas lui qui a introduit le ciment, mais il a inventé cette prothèse, donc métal polyéthylène avec un tas de détails.
que Moussa Badou connaît bien, ce fut un succès. C'est-à-dire qu'on a considéré que c'était le gold standard. On le considère encore comme le gold standard actuellement, hein, après un certain nombre d'années. La tige fémorale était en acier. Alors il y a eu quand même des débords sur cette tige fémorale qui pouvaient casser, qui pouvaient se tordre. Donc ça a été assez vite transformé par d'autres. Alors quelles sont les complications des prothèses articulaires? C'est surtout le décèlement, c'est d'être obligé de réopérer. L'infection, alors il faut savoir que ça c'est très pays dépendant et rigueur dépendant. Dans un pays comme la France, on est en dessous de 1% de taux d'infection. Dans les très bons services, on atteint 0,5, enfin on n'atteint jamais 0. Voilà. Donc l'infection nosocomiale, ça existe toujours, c'est jamais 0. La luxation, c'est en ce moment un débat majeur, et aux États-Unis en particulier, sur les très très grandes séries de Medicaid ou Medicare, on trouve que l'instabilité est la cause principale des reprises à long terme, hein, sur les prothèses de hanche. Alors on va essayer de comprendre un peu, essayer de comprendre, parce que c'est ce que je fais depuis, j'essaie de comprendre depuis une quarantaine d'années quand même, parce qu'on met des produits. Moi aussi j'ai la même question que posait, je ne sais plus quel collègue, c'est mais comment ça marche? Enfin c'est bizarre, quand même, on introduit des choses comme ça, puis ça marche pas si mal. C'est ça la question que l'on se pose. Alors certains collègues ont essayé de voir pourquoi ça ne marchait pas, en particulier Georges Willert, qui est un Allemand, qui a le premier montré des réactions macrophagiques aux particules d'usure des prothèses. Et puis un autre américain, Schwarzschild, qui a parlé d'effective joint space. C'est-à-dire qu'ils ont montré que lorsqu'on introduisait en particulier du plastique, il y avait une réaction à corps étranger à ce plastique, cette réaction étant liée à l'usure du produit, et petit à petit, cette réaction à corps étranger pouvait entraîner une réaction inflammatoire négative. Alors c'est vrai pour les prothèses qui comportent du plastique. Alors on a pas mal travaillé là-dessus, bon je vous passe un peu, on ne voit pas le bas de la diapo, enfin bon, on a publié là-dessus, on a essayé d'identifier les débris autour de prothèses articulaires lorsqu'on réopérait, vous savez le genre d'études que nous avons menées, et on arrive à cette idée d'activation des macrophages. Alors je crois que ça touche un peu tous les domaines en fait de relation de l'inerte et du vivant, parce que plus on a de débris, plus on va avoir de réactions à corps étranger, et ces réactions sont liées au nombre, à la taille des débris, à l'énergie de surface, à un certain nombre de phénomènes, la composition chimique aussi, la forme et la surface spécifique aussi. Alors il y a pas mal de chercheurs fondamentaux qui ont trouvé ça, mais voilà, la dernière donnée, c'est qu'à réactivité identique, c'est le taux de particules qui est le plus important, c'est le volume en fait. Voilà. Donc plus on a de volume de particules, plus on a des risques, quelle que soit la nature chimique des produits. Alors ce qu'il faut comprendre, voilà ce que j'essaye, là on va parler de l'inerte et du vivant, c'est que le biomatériau, en fait, il n'est jamais inerte dans l'organisme. Il va se corroder. Si c'est un métaux, ça va être une corrosion, c'est-à-dire une oxydation. Les plastiques, ça vieillit. Ça peut se détériorer mécaniquement par des débris, enfin, ça peut se casser. Et par contre, l'organisme aussi se modifie au contact du produit. Alors, ça peut être des modifications positives, c'est-à-dire que les tissus s'adaptent au nouveau régime des contraintes. On introduit quelque chose de très rigide, l'os peut se modifier. Ou bien négativement, et c'est là où on a des réactions inflammatoires, et un certain nombre de toxicités locales ou générales. Alors on va revoir ça, parce que j'aime bien ces schémas que j'avais fait avec Alain Meunier il y a bien longtemps. Voilà, vous regardez l'interaction à un plan os. Alors vous avez à gauche le tissu biologique, c'est un peu comme l'eau de mer, c'est un milieu corrosif, avec des contraintes mécaniques élevées. Contraintes mécaniques, je parle de l'os et des articulations qui supportent 6 à 8 fois le poids du corps quand même, quand on court un peu. Hein, voilà. Et le biomatériau, il ne peut que se dégrader. Alors vous avez différents types de dégradation, ça peut être chimique, cellulaire et enzymatique, ou bien une dégradation purement mécanique due aux efforts qu'il supporte en permanence. Et donc usure, rupture, fatigue. À chaque fois, là on est dans le domaine des ingénieurs, chaque mot a un sens particulier et précis. Voilà. Bon, je ne vais pas détailler trop, mais... Alors ce qu'on comprend là, c'est que ces produits de dégradation aussi, ils peuvent être différents, hein, ils peuvent être ioniques, particulières, de plus ou moins grande taille. Et puis en même temps, le biomatériau, il subit donc, il peut modifier le régime des contraintes locales lorsqu'on l'introduit. Et tout ça, ça entraîne des réactions, alors soit de compatibilité ou d'incompatibilité, soit des réactions de remodelage osseux, qui peuvent aboutir soit au décèlement de l'implant, soit à des épanchements réactionnels. L'épanchement réactionnel, pour moi, ça peut être cause d'instabilité. Alors pour vous donner l'image d'un remodelage osseux adaptatif, donc positif, voilà une formation osseuse. C'est une vieille dame qui est venue pour une fracture du col du fémur de l'autre côté, puis on a été étonné à la radio de voir ça. Vous voyez, elle avait cassé sa prothèse, ça peut arriver. Elle a surtout apposé de l'os autour. C'est l'image même de ce que l'humain peut faire autour de quelque chose soi-disant d'inerte.
Alors, parmi les matériaux naturels, en fait, la plupart des matériaux, mais surtout l'os et les ligaments, peuvent se modifier en fonction des efforts qu'ils subissent. Et c'est un mécanisme qu'on appelle la mécanotransduction. Et tout à l'heure, on entendait les collègues chirurgiens cardiaques qui en fait, regardent la même chose. Quand ils voient le tissu fibreux qui s'impose sur une prothèse, en fait, c'est le même genre de phénomène, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on sait actuellement sur les prothèses articulaires, dont je vais parler un peu plus, parce que c'est un peu mon domaine. Les prothèses de hanche. Bon, après 50 ans, c'est une intervention les plus efficaces en termes de rapport coût-efficacité. Il y a des gens qui regardent ça comme des économistes de la santé. Sous couvert d'une technique parfaite, donc c'est l'indolence, la mobilité, la récupération et la capacité, idéalement normale, et c'est ce qu'on appelle la hanche oubliée. Voilà, ça c'est le résultat parfait que l'on cherche. Mais plus le sujet est jeune ou actif, plus les risques sont grands de détérioration, et plus l'exigence est importante, puisqu'il veut continuer à vivre normalement, faire du sport, ou avoir des enfants. Et plus les résultats peuvent être mauvais. Alors chez la personne âgée, les prothèses, enfin les problèmes sont un peu différents, parce que qu'est-ce qu'on va craindre chez quelqu'un d'un peu âgé? Qui décompense une tare, parce qu'il n'est pas déjà très bien avant, qui se déboîte, donc c'est l'instabilité, ou l'infection, parce qu'il est un peu plus, il a des problèmes urinaires par exemple, donc c'est ce qu'on craint plus chez quelqu'un d'âgé. Et c'est pour ça qu'on a des solutions adaptées, cotilles rétentives, double mobilité. Enfin, le chirurgien, il faudra qu'il y ait une certaine panoplie, il ne va pas toujours mettre la même prothèse. Alors on ne dit pas trop malade, je vais vous mettre la prothèse du vieux, je vais vous mettre la prothèse du jeune, enfin on évite de dire ça, des fois ils le comprennent, enfin bon, la vie elle est. Alors, je ne vais pas résumer trop les matériaux qu'on utilise, vous voyez, il y a les surfaces frottantes, alors ça c'est très important, le couple de frottement, c'est-à-dire y a-t-il du plastique ou pas, et on a utilisé depuis pas mal d'années l'alumine, donc je vais parler de ça surtout. Les supports métalliques, vous voyez qu'on retrouve les métaux de l'ostéosynthèse, il y a les aciers, les chromes cobalt ou les titanes, et puis il y a le problème de l'ancrage, et à ce qu'on fait tenir la prothèse grâce à un ciment, une résine acrylique, c'est la même chose que les cristallins artificiels au début, ou bien est-ce qu'on laisse l'os pénétrer à l'intérieur de la prothèse. Alors parlons du couple de frottement alumine, parce qu'on a été parmi les moteurs de cette expérience, ça fait 42 ans qu'on met ça. C'est un produit qui est très bien toléré, qui résiste très bien à l'usure, mais il peut se casser, il y a une différence de rigidité avec l'os. Mais enfin, il n'y a pas d'ostéolyse, enfin, il n'y a pas de destruction autour de ces produits après longtemps. C'est celui qui s'use le moins, ça c'est la courbe des usures, donc il fait 5000 fois moins de débris que du plastique face à du métal. Et il fait une réaction fibreuse dense. Bon, ça, on a publié ça il y a très très longtemps. On voit les réactions fibreuses avec de l'anticollagène 1 en histologie. Alors voilà, sur des prothèses qu'on met couramment, ces prothèses qu'on pratique, les gens peuvent faire du sport. Je vous montre cette image d'un patient opéré les deux hanches. Bon, vous voyez ce qu'il peut faire. C'est lui qui nous a envoyé ces photos. Opéré, alors il opère des deux hanches en même temps aussi. En même temps, alors que non, ça marche pas. Bon, le film ne marche pas, c'est pas grave. Ce jeune homme, vous voyez que j'avais opéré quand il avait 15 ans, 10 ans plus tard, il joue au rugby, il est venu me donner un certificat pour être autorisé à jouer au rugby, et je lui ai donné, parce qu'il peut jouer au rugby, il n'y a pas de problème. Donc ça donne d'excellents résultats, ça permet de reprendre le sport. Les taux de fracture sont quand même très bas, on les connaît, c'est de l'ordre de 1 sur 10 000. Il y a quelques fois des trucs, mais c'est assez peu gênant. Et le taux de réintervention à 20 ans, c'est actuellement de 10%. C'est embêtant, mais enfin, on peut changer une prothèse de hanche. C'est jamais bien, mais voilà, les courbes de survie à 20 ans chez les prothèses, c'est déjà un peu jeune. Alors les fractures, on connaît l'histoire, c'est soit des dessins défectueux, des épaisseurs trop fines, des problèmes chirurgicaux, ça se réduit beaucoup avec le temps, on en a de moins en moins. Et puis, voilà, sur des séries de patients, des registres, on a maintenant quelques données récentes. Alors je voulais juste finir là-dessus, si vous me laissez 3 minutes. Le président est parti, parce qu'il savait que j'étais dans le patient. Ah, pardon, c'est toujours là. Je ne voyais pas ta place, je pensais que tu étais pas. Donc voilà quelques informations récentes que je vais essayer de vous donner. Donc à partir de réintervention sur différents matériels de prothèse, on regarde donc des patients opérés et on analyse ça avec certains matériels, donc des IRM un peu spéciaux avec un logiciel qui permet d'éliminer le métal. Donc on arrive à voir la capsule autour. C'est un peu nouveau ce que je vous dis là. Voilà, alors il y a plusieurs travaux d'abord qui confirment l'absence d'instabilité avec le couple céramique. Il y a les travaux de notre collègue Ernie Gou. Et puis nous avons travaillé sur des registres et on trouve statistiquement moins d'instabilité avec des prothèses en céramique qu'avec les autres matériaux. Regardons maintenant les caractéristiques des tissus fibreux autour des prothèses quand on les retire.
Est-ce qu'on peut trouver des différences histologiques ou mécaniques? Alors voilà les travaux que l'on fait. On prélève les capsules lors des réinterventions, on fait des études histologiques ou mécaniques. Et voilà, bon. Alors brièvement, voilà, en histologie, vous voyez, céramique sur céramique, on a un tissu fibreux dense épais en haut, et en bas, vous avez l'exemple de ce que ça donne avec du métal polyéthylène, on a un tissu lâche, désorganisé, beaucoup plus fin. On fait aussi des études mécaniques sur les capsules, donc on prend des petits bouts de capsules qui font à peu près 5 mm, c'est Elisa Budin et l'École nationale, l'ENS qui fait ça, et vous avez ici les déplacements différents sur ces petits fils des matériaux. Bon, je ne vous détaille pas tous les résultats, ça serait un peu trop long. Bon, c'est extrêmement intéressant. Alors maintenant, les arguments radiologiques, qu'on fait avec Jean-Denis Laredo, qui est radiologue à Lariboisière, on fait passer des patients qui ont des prothèses depuis longtemps et on regarde les IRM. Voilà, un patient opéré il y a une trentaine d'années, des deux côtés, qui va très bien. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin, vous voyez en noir, en fait, c'est la capsule. C'est la néocapsule autour de l'articulation. On matérialise comme ça c'est juste la partie postérieure. Et on mesure cette néocapsule, son épaisseur, et on compare si le patient a un couple céramique-céramique ou s'il a du polyéthylène. Alors, je vous montre juste une autre image, puis une autre image avec du polyéthylène. Voilà, alors en polyéthylène, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a surtout une capsule extrêmement fine de quelques millimètres. Voilà, donc je conclue, mais je ne vais pas conclure encore, j'ai encore 2-3 trucs à vous dire. En conclusion, il y a eu plusieurs phases dans cette évolution des prothèses. La phase pionnière, bon, la phase plus raisonnée, c'est John Charney qui était à la fois chirurgien et ingénieur, qui avait parlé de tribologie, le rôle des particules d'usure. Enfin, il avait beaucoup intellectualisé, je dirais. Et puis maintenant, on en est un peu à la phase biologique, c'est-à-dire la réponse en fait du vivant à cet inerte, qui n'est pas si inerte, qui est soi-disant inerte. Voilà. Et alors, il y a par exemple le remodelage osseux en fonction des contraintes, c'est une chose qui nous a beaucoup intéressé avec Alain Meunier, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ou le remodelage des tissus mous, comme nous travaillons maintenant sur la j'appelle ça la ligamentisation. On met un produit artificiel pour faire un ligament, et ça fait un tissu fibreux dense. Alors, je ne peux pas m'empêcher de finir sur ce que je fais actuellement, parce que voilà, ce que je fais actuellement, je développe une prothèse céramique sur céramique du genou. C'est une aventure nouvelle, bon, je vous montre un peu, parce que ça, évidemment, ça m'amuse, c'est mon truc actuel. Alors, sur le genou, je n'en avais pas parlé, mais c'est différent de la hanche. La hanche, on a la hanche oubliée, c'est habituel, quoi. Le genou, c'est pas pareil. C'est que le genou, il y a plein de modèles différents. Les résultats non satisfaisants, ça veut pas être la moitié des patients. Enfin, ils n'ont pas exactement ce qu'ils attendaient. Chez les patients assez jeunes, les taux d'échec sont élevés, ce qui n'est pas le cas des patients âgés. Et puis, beaucoup ne peuvent pas faire de sport. Seuls 10% à peu près font du sport vraiment. 10% doivent s'accroupir. Et il y a pratiquement toujours du plastique. Donc, on s'est dit, on va essayer d'en faire une en céramique, qui apporterait les avantages de la hanche, c'est ça l'ambition. Bon, pour l'instant, c'est assez préliminaire, donc je ne vais pas trop vous détailler tout cela. Enfin, on a quand même l'expérience sur plus de 30 ans, des prothèses de la hanche qui vont bien. Donc on s'est dit, on va faire ça. Ça pourrait permettre de faire du sport, de s'accroupir, d'avoir un genou oublié, c'est ça l'objectif. Le genou oublié, quand on opère des genoux, c'est rare. Alors voilà, j'ai inventé un dessin particulier, on a pris des brevets, on en est là. Je vais voir les premiers prototypes dans 15 jours. Voilà. On n'a pas encore avancé l'essai clinique. Je vous remercie. Moussa Madouche va nous faire 2-3 commentaires. Ça va être un peu difficile de commenter Laurent Sujet, puisqu'il va passer sa vie à le commenter, donc moi je vais avoir du mal. C'est ça, donc je vais être impitoyable. Donc c'était une présentation formidable, il a fait le tour de la situation. Il faut bien que vous compreniez, en ce qui nous concerne en chirurgie orthopédique osseuse, j'insiste sur osseuse, parce qu'il y a aussi la chirurgie des tissus mous qui est complètement différente. En chirurgie osseuse, on est extrêmement dépendant des implants, qu'il s'agisse de l'ostéosynthèse, donc des implants bitemporaires, ou des implants qu'on aimerait pour une durée indéterminée ou infinie en ce qui concerne le remplacement articulaire. Alors, il y a une autre notion qui est très importante, dont ont parlé nos collègues vasculaires, et je crois que c'est absolument vrai en ce qui nous concerne aussi, il n'y a absolument aucun matériau qui est inerte. Il peut être au mieux biotoléré, c'est-à-dire peut-être, comme c'est le cas pour l'alumine, induire une réaction essentiellement fibroblastique,
mais donc il y a une réaction fibreuse quand même autour, ou alors il peut à l'inverse être extrêmement mal toléré et entraîner une réaction inflammatoire par le biais notamment du macrophage qui est la cellule clé en ce qui nous concerne. Alors, il y a une notion qui me paraît importante pour les années à l'avenir, c'est les matériaux, les implants dits fonctionnalisés, comme c'est proposé, semble-t-il, en chirurgie vasculaire, c'est-à-dire avec de l'héparine, avec des antibiotiques. Nous, on n'a pas tellement l'expérience de ça, et pourtant, je pense qu'à l'avenir, il y aura sûrement un rôle pour ce type d'implant. Qu'en pensez-vous ? Oui, les matériaux, je dirais, intelligents, ça commence à exister, hein, les matériaux pour limiter l'infection, mais comme je vous ai dit, le taux d'infection est assez bas quand même. Enfin, quand on sait, il y a des pays où c'est 10%, en France on est en dessous de 20%. Donc est-ce que ça a un intérêt économique après? Voilà, donc c'est toujours la question, on est entre plusieurs éléments avant de décider. Faut-il que ça soit encore efficace, et puis après il faut voir quel gain pour le patient, qu'est-ce qu'on va vraiment gagner. En sachant aussi qu'une infection, ça se maîtrise, enfin, c'est pas toujours le drame. À 90% environ, une infection déclarée sur prothèse, ça se guérit facilement. 10% peuvent rester des drames. Et la plupart du temps, on les guérit quand même assez facilement. Non, il est vrai que le but de n'importe quel implant, c'est de devenir fonctionnel finalement. Pour avoir justement une fonction. C'est quand même bien ce qu'on cherche à faire, puisqu'on veut remplacer quelque chose qui a une fonction. Voilà. Alors, dans certains cas, on en approche. Je trouve que l'histoire du cristallin là, qui va pouvoir changer un petit peu sa forme, c'est terrible. C'est vraiment l'implant qui a une fonction. C'est une question très générale en fait. Parce que pour la hanche, c'est merveilleux. C'est résistant, toléré, des résultats à 30 ans, c'est merveilleux. Moi j'ai une question. Dans l'inerte, dans les qualités qu'on cherche à l'inerte, est-ce qu'on peut envisager la réparation? Est-ce que l'inerte peut se réparer? Ça, c'est l'avantage du vivant. Ah non. Eh ben voilà. L'inerte ne se répare pas. Mais utiliser les conséquences de l'inerte, c'est-à-dire maîtriser, dompter en fait ce qui se passe. C'est ça le problème de ces implants, c'est qu'on ne maîtrise pas bien ce qui se passe autour. On ne maîtrise pas bien. Donc l'important c'est d'avoir suffisamment de science là-dedans pour arriver à comprendre ce qui se passe autour et le maîtriser. C'est ce qu'on essaie de faire avec la céramique, ce que j'essaie de vous expliquer. On commence à comprendre, ça favorise la stabilité. Il nous a fallu 30 ans pour comprendre ça. Parce que nous on allait dans les congrès, on disait nos patients sont du sport. Et tout le monde nous disait mais c'est très dangereux, il faut pas. Et les Américains étaient complètement, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas, ensuite ils disaient ça va casser, ensuite ils disaient on n'autorise pas nos patients faire du sport. Et on a fini par comprendre qu'ils faisaient du sport parce qu'ils avaient ce tissu fibreux. Mais ça, on le voit depuis 2 mois, enfin 3-4 mois. Vous n'avez pas parlé d'argent. Non, combien, par exemple, entre une prothèse en acier, ou tout ce que vous avez dit, jusqu'à la céramique, c'est un peu alors, la sécu, ouais. c'est des tarifs, ça oui, mais en productivité. C'est pas si différent. Bon, alors la vérité, c'est que ça se vend de façon très différente. Pour la sécu, admet des chiffres de 1 à 2,5 à peu près. Une prothèse standard comme ça va être 1 000 € la prothèse standard, et 2002 la prothèse en céramique. Bon, que la Sécu accepte, on met chez nos patients, on ne met pas exactement chez les mêmes patients, vous avez compris, mais enfin la Sécu, parfaitement. La prothèse de joue serait à peu près pareil, hein, ça ne va pas être très différent, c'est un peu marge. Après, les coûts, c'est un domaine en soi, parce que les Américains arrivent à vendre des prothèses, 1 au Maroc et 40 aux États-Unis. Voilà, les mêmes prothèses. Comment c'est gardien. Voilà, je pense que c'est pareil. Là-dessus, il faudra qu'on regarde. Laurent, non, une question parce que tu as montré que suivant les modèles, suivant l'âge des patients, il y avait des changements de prothèses à envisager. Et ça, dans toute la chirurgie prothétique, quels que soient les organes, on s'aperçoit qu'avec l'augmentation des durées de vie, on va être amené à changer de plus en plus de prothèses. Est-ce que vous avez calculé en orthopédie, puisque vous êtes quand même les premiers qui en ont mis et ceux qui en ont mis le plus, que représentaient sur le plan nombre et économie les changements de prothèses dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Parce que ça, c'est quelque chose, actuellement on est en train de travailler à l'ARS sur la chirurgie dans 10 ans, la chirurgie dans 15 ans, que vont représenter
les prothèses, non seulement les nouvelles, mais les changements des anciennes prothèses. Oui, enfin, bon, moi je peux pas te dire là aujourd'hui comme ça, mais c'est des choses, c'est des études, oui, que les orthopédistes font. Par contre, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que, enfin, il y a 20 ans, on disait la prothèse de Charmet, on en prend 10% au bout de 10 ans. Actuellement, je vous montre des chiffres, on est à 10% au bout de 20 ans. C'est-à-dire qu'on compense sous les certaines façons l'augmentation potentielle de toutes ces interventions par une amélioration aussi de nos techniques et des matériaux. Ça se compense un peu, mais ça grandit quand même. Oui, mais il faut bien voir que le nombre de reprises diminue considérablement par rapport au nombre de prothèses posées maintenant par rapport à il y a 20 ans. Parce que les reprises sont beaucoup moins fréquentes. Vu que la qualité de la prothèse initiale, on va dire, est meilleure et dure plus longtemps. On fait des prothèses qui durent maintenant, on parle de hanches, entre 20 et 30 ans. Bon, ça a duré 10 ans il y a 15-20 ans. Donc, Mais le parc. oui, le parc augmente, mais le nombre quand même diminue. Et bien entendu, il y aura toujours des reprises, etc. Mais c'est très difficile de chiffrer puisqu'on a deux courbes qui bougent. Hein, il y a l'amélioration, on va dire quotidienne, peut-être pas, mais presque. Et puis, d'autre part, il y a quand même des reprises, bien entendu, qui existent. Merci mon cher Laurent, parce que moi qui t'ai connu, j'étais beaucoup plus jeune, c'est toujours avec effectivement, il y a toujours cet aspect philosophique et tout, de clarté, et c'était comme d'habitude merveilleux. Ça c'est une réflexion, mais je tenais à te remercier pour cette excellente présentation. Le deuxième point, tu as parlé là des prothèses qui marchent, puisqu'on est dans les implants. À un moment tu as cité le nom arthroscopie. Tu sais que mon appétence pour, il faut quand même reconnaître et le dire ici au sein de l'Académie que dans le cadre des prothèses inertes, il y a eu des échecs majeurs à propos des ligamentoplasties artificielles du croisé à faire l'arthroscopie, parce qu'on ne peut pas tout faire. La différence avec, j'allais dire un cristallin, j'ai cru comprendre que ça bougeait un peu, le cristallin mais pas trop, et c'est que là, si vous, ça bouge toujours, il y a des... Voilà. Et donc ça a été tout à fait catastrophique. Et tu y étais, moi j'avais présenté une communication, 100% des ligaments artificiels qui ont été mis en Dacron, etc., ont tous cassé. Et ça, avec des réactions inflammatoires catastrophiques. Enfin, la question que je voulais te poser, parce que là aussi c'est probablement l'avenir, à propos de la céramique au niveau du genou. Au niveau de la hanche, compte tenu de la tribologie, de la géométrie, etc., mais est-ce qu'il peut y avoir dans ton nom, enfin je ne veux pas que tu trahisses des secrets industriels, mais est-ce qu'il peut y avoir des prothèses rotatoires en céramique? Tu m'as pas écouté encore. Ah, si, je l'ai écouté. Non, la prothèse, elle a double mobilité, le plateau, il bouge, donc elle est totalement rotative. En fait, elle est hyper mobile. Non, mais le plateau bouge sur l'embase. Oui. Mais je veux dire, est-ce qu'il peut tourner aussi et là, les problèmes d'usure, parce que c'est pas tout à fait comme au niveau de la hanche, ils ne peuvent pas exister non plus. Alors c'est un concept totalement différent. La prothèse induit un tissu fibreux et la prothèse, c'est le tissu fibreux. Il faut changer, il faut entièrement changer nos conceptions de prothèse. Je te réécouterai encore avec plus d'attention. Je crois qu'elle est bien suivie. Merci Laurent. Merci. Je pense qu'il ne faut pas qu'on enterre le débat sur la chirurgie prothétique. Moi, je voudrais faire un commentaire qui revient, parce que si on a vu 5 présentations, je vous rappelle qu'on est parti d'une présentation sur les sondes urinaires. Et là, on a parlé des prothèses blanches, c'est pas la même chose. Il y a un mot qui ne m'est pas paru. Personne n'a dit que le problème du vivant, c'est qu'on n'est pas une abîme. Et qu'on a un environnement. Je crois que c'est fondamental. Et donc, finalement, le problème de liberté de vivant pour moi, et vous l'avez bien montré quand on écoute les chirurgiens cardiaques, quand on écoute les neurologues, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser la réaction et le conjonctif. Et qu'en fait, il faut... Moi, Raymond Villain, il m'a dit une fois, quand j'étais son interne, malheureusement, mon vieux Villet, on ne sait pas maîtriser le conjonctif, même parce que les dames voulaient une prothèse d'augmentation. Il a dit, mais ça va être peut-être très moche. Ah non, on m'a dit que c'était très beau. Il m'a dit, écoutez, il dit que je vois très bien ceux qui ont connu Raymond Villain faire un numéro de cinéma en disant, écoutez, madame, si quelqu'un sait maîtriser le conjonctif, on n'a qu'à lui donner le prix Nobel. Et ce que je voudrais dire là, c'est comme réflexion, dans ce que j'ai entendu, aussi bien chez vous que chez les cardiaques, que chez les urologues, c'est finalement, il faut qu'on maîtrise la réaction. Et je voudrais vous rappeler les travaux de Masquelet, notamment sur les amputations du tibia, et quand il met son ciment pour remplacer le tibia avec un fixateur externe, qu'il attend l'arrivée de la membrane, que quand après il fait sa greffe osseuse, si on enlève la membrane, ça ne cicatrise pas. Donc il y a bien tout un problème, et ce n'est pas du tout amusant que dans cette session aujourd'hui, personne n'a fait de sciences fondamentales, puisque notre problème, c'est de maîtriser la réaction entre l'inerte
et le vivant, pour essayer de l'orienter vers une cicatrisation, vers une rétraction, éviter pour les prothèses qu'on appelle nous, si vous voulez, dans notre pratique, que ce soit le sein ou le plancher pelvien, le shrinking, qui est différent, et là je me retourne vers les urologues, selon qu'on utilise du polypropylène, du téflon, etc. Donc je crois que c'est le problème de l'inerte et du vivant, c'est ça, c'est cette relation entre ce matériel qu'on appelle l'inerte, mais qu'on voudrait diriger par la réaction du vivant, qui est la réaction en fait, de tous nos systèmes réticulo-endothéliales qu'on connaît encore malheureusement très très mal. Et c'est là-dessus sûrement qu'il faut travailler plus. Voilà, je te redonne la parole. Ça me paraît une très bonne conclusion. J'entends une question. C'est que justement, ça nous a tellement intéressé. Tu sais, je dirigeais un laboratoire du CNRS et dans lequel on travaillait sur la membrane de masquelette. On a fait beaucoup de travaux là-dessus parce que c'est effectivement un modèle formidable. Ça marche aussi chez l'humain, mais c'est en plus un modèle expérimental formidable pour travailler là-dessus. Mais vous avez complètement, j'interprète. Le grand drame de la chirurgie plastique, c'est la réfraction. Oui, mais chez nous aussi. La prothèse hilaire, on l'a pas trouvée. Oui, mais finalement, chez nous, c'est pareil. Oui, juste, Laurent, une dernière question concernant, il y a quelques semaines, Dominique Franco a organisé une session formidable consacrée aux prothèses additives fabriquées par impression 3D, en particulier en matière d'orthopédie, ce qui permet d'avoir finalement des modèles prothétiques personnalisés pour chaque patient en fonction de la reconstruction à partir de l'IRM et du scanner. Quelle est la place que tu réserves à ce type de nouvelle industrie qui est très différent du système de soustractif? C'est un outil utile pour la fabrication. Quand je vous montre des trucs, ça sort d'impression 3D. On a des modèles en plastique. Mais pour l'utilisation chez l'humain, en orthopédie, c'est pas très adapté. Parce que nous, on n'a pas à refaire des faces, des maxillaires, des choses comme ça. Nous, une hanche, un genou, ça va être un peu robuste. On ne va pas faire le genou du monsieur. Par contre, il va se refaire avec les ligaments. Mais on va pas. Donc je ne crois pas qu'il y ait un avenir. En plus, les fabrications de céramique, c'est très très compliqué. Ça ne se fait pas par impression 3D. Il y a des parties qui peuvent être faites par impression 3D, mais seulement des parties. Donc c'est pas. En ce moment, c'est un truc un peu à la mode. C'est très bien pour certaines applications, mais pas toutes. Très bien, bon, je pense, merci Laurent. Merci aux orateurs, aux commentateurs et au public, je vais dire. Bonne soirée.